Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE et de la transition écologique, une émission très sport aujourd'hui avec une championne au sommaire. Elle nous a fait rêver aux Jeux Olympiques de Tokyo, Diandra Chachwang, médaillée de bronze avec l'équipe de France de basket. Diandra qui vient d'être choisie par le Financial Times comme l'une des femmes inspirantes de l'année. Et puis dans Smart ID, c'est la chronique Startup, vous le savez, vous découvrirez Rebond et son ballon de foot éthique. Enfin, dans notre débat, il portera sur la formation des acteurs de l'écologie de demain. Les écoles de commerce doivent-elles réinventer leur modèle pédagogique? Comment tiennent-elles compte de la mobilisation des étudiants, notamment ceux du manifeste pour un réveil écologique? Réponse tout à l'heure, mais d'abord, une championne, une médaillée olympique dans Smart Impact. Bonjour Diandra Chachwang, bienvenue, heureux de vous accueillir, international de basket, vous m'avez fait rêver cet été, j'étais devant ma télé comme beaucoup de Français, médaillé de bronze au JO de Tokyo, 4 médailles d'argent au championnat d'Europe, 2 championnats de France, vous jouez à Montpellier, enfin on ne peut pas faire tout votre palmarès, mais si je vous ai invité au-delà de cette dimension de championne, c'est parce que vous êtes engagé depuis des années pour l'égalité des chances, la parité, la lutte contre la discrimination, les discriminations, et vous avez été choisi par le Financial Times, prestigieux journal britannique, comme l'une des 13 femmes inspirantes de ce début de décennie. Déjà, comment vous avez réagi? Vous êtes dit... comment vous avez réagi, au-delà de la fierté qui doit être légitime? Merci à vous pour l'invitation, je suis vraiment contente d'être là. Et c'est vrai que le Financial Times, c'était tout, j'avais pas prévu, j'étais surprise. Ouais. Je savais pas vraiment je connaissais le magazine bien sûr, du coup c'est pour ça que j'étais d'autant plus étonnée parce que c'est un magazine clairement qui n'est pas sportif, c'est un magazine mythique. Du coup, c'est la première question que j'ai posée. Pourquoi moi Pourquoi moi? C'est bien, vous êtes modeste. Ouais. Et qu'est-ce que vous a répondu d'ailleurs? C'est quoi les critères de sélection? Justement, la femme qui m'a contactée, elle me disait qu'il s'était rapproché de pas mal d'agences d'influence sportive en France parce que c'est vraiment les 13 femmes, c'est des femmes qui sont vraiment partout. Il y en avait en Asie, un peu partout dans le monde. Et en France, du coup, quand ils se sont rapprochés de certaines agences d'influence sportive, on leur a recommandé mon nom, on leur a parlé de mes engagements et puis du coup, je pense que ça leur a plu. Bon, c'est bon pour l'ego, on va pas le nier, mais au-delà de ça, pourquoi c'est important pour vous? Pour moi, c'est important parce que, je le dis souvent, j'ai pas envie de me limiter à cette étiquette de sportive et j'essaye, modestement bien sûr, mais j'essaye d'impacter au-delà du sport. Et du coup, c'est vrai que quand le Financial Times m'a contacté, j'ai pas trop compris au départ. Je me suis dit, je sais pas, c'est vrai que je bosse pas mal dans l'immobilier avec mon père, mais bon, personne n'est au courant, donc c'était pas ça. C'était pas pour ça. C'était pas pour le business. Non, clairement pas. C'était pour l'engagement. Et c'était pour l'engagement. Et du coup, pour moi, ce que ça représentait, c'était vraiment d'être pas que sur le terrain de basket. Alors justement, l'engagement, il y a plusieurs engagements. En 2017, vous créez Take Your Shot, 2019 Studio. On va commencer par Take Your Shot. C'est quoi le principe? C'était quoi l'idée de départ? Take Your Shot, c'est quelque chose qui est né il y a 4-5 ans en arrière maintenant. Ouais. C'est un événement exclusivement féminin, donc 100% féminin avec des jeunes filles âgées de 11 à 15 ans. Elles sont majoritairement toutes issues de Seine-Saint-Denis, donc c'est mon département d'origine. Je suis née à Villepinte, j'ai grandi à La Courneuve. Du coup, pour moi, il y a toujours eu cette envie de redonner un petit peu à mon territoire, mon département, ce qu'il m'a apporté, même si ce ne sera jamais assez. Mais je me suis posé la question, à leur âge, quelques années en arrière, de quoi aurais-je eu besoin. Et c'est là que j'ai pensé à cette journée. Et il y a des gens sur place qui sont aussi très actifs. Donc c'est quoi l'idée? C'est d'inciter les jeunes filles à faire du sport, oui, c'est une journée à oser faire du sport? C'est ça. C'est vraiment... du coup, on travaille dessus avec mon sponsor principal, Nike, qui est vraiment sur la dimension
sportive, parce qu'il y a deux dimensions, sportive et éducative. Donc au niveau du sport, ouais, c'est clairement de sensibiliser à la pratique féminine du sport, voilà, encourager les jeunes filles à aller s'inscrire à la rentrée. C'est pour ça que l'événement aura lieu le mois prochain. D'habitude, c'est septembre. Nike participe financièrement en finançant les licences pour les jeunes filles qui participent à l'événement. Elles sont à peu près une centaine. Et on sait que des fois, le critère financier, malheureusement, pour certains foyers, c'est ce qui empêche les familles d'inscrire leurs enfants dans des clubs. Est-ce que une campagne réussie comme cet été à Tokyo, je pense que la réponse est dans la question, ça crée des vocations? Forcément, je pense que les JO, c'est vraiment le rendez-vous tous les 4 ans où tous les Français, même tout le monde entier, est devant son téléviseur. Que tu aimes le sport ou que tu n'aimes pas, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Donc forcément, je pense que la jeunesse, et pas que d'ailleurs, nous a suivis pendant... Donc il y aura peut-être encore plus de monde là le mois prochain. Il y a eu plus de demandes, plus de préinscriptions. On l'espère vraiment. On l'espère qu'il y aura plus d'inscriptions. Les jeunes filles, elles nous en parlent souvent. Et le volet éducatif, vraiment, je fais rencontrer des jeunes femmes inspirantes issues de tous les milieux, pas seulement sportifs, journalistes. Il y avait une ancienne Miss France, vraiment de façon à ce que les petites puissent discuter avec ces personnes-là et puissent elles aussi rêver de faire de grandes choses. Il faut des modèles ou des icônes, quoi. Ouais, c'est important quand on a 10, 12, 14 ans. C'est ça, quand je pensais à ce qui peut-être me manquait à l'époque, bien sûr j'avais mes parents, ma famille, ma mère, sur qui je prends toujours exemple forcément, mais j'aurais aimé avoir beaucoup de modèles, pouvoir m'en inspirer. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de leur amener à ces jeunes filles avec Tech Your Shot. Alors, c'est intéressant parce que vous avez cité votre sponsor. Est-ce que c'est facile de pousser un sponsor à s'engager? Parce que, alors, évidemment, c'est des grandes marques, elles ont souvent des fondations, etc. Mais quels arguments vous portez dans ce cas-là? C'est sûr que c'est pas simple. Après, c'est vrai qu'avec Nike, ça a été plutôt... facile entre guillemets pour moi parce qu'ils ont été vraiment intéressés tout de suite. Je pense que c'est pour ça que je suis aussi fière de représenter cette marque, c'est que on le voit avec certaines campagnes, l'impact se limite pas au sport et c'est vrai que je pense que aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent et le sport, il a vraiment cette force de fédérer. Du coup, je pense que les marques, elles savent aussi qu'on peut atteindre certaines cibles, notamment au niveau social, à travers le sport et du coup, ça les encourage à investir sur nous. Alors, il y a cette autre association, Study Hall, que vous avez créée en 2019. Alors là, on est dans l'aide aux devoirs, c'est ça l'idée? C'est ça, c'est à peu près ça. Ça a commencé par ça. Ouais. C'était un dispositif d'aide aux devoirs. Ça l'est toujours, mais on a ajouté quelques autres, on propose d'autres services. D'autres services, c'est ça. Donc, Study Hall, moi, pareil, je me suis dit, plus jeune, j'étais au collège à la Courneuve, j'ai failli décrocher. Finalement, j'ai intégré un sport-études. Si j'avais pas de bonnes notes, je pouvais pas jouer. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de vraiment m'investir différemment à l'école. Et c'était un peu le but de ce dispositif. Aujourd'hui, on y a ajouté des stages linguistiques, parce que il y a les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui arrivent très vite. Et voilà, on a à cœur que la jeunesse de Seine-Saint-Denis puisse participer à ces Jeux de l'intérieur. Et pour ça, il faut avoir un bagage linguistique suffisamment élevé pour pouvoir aider. Mais voilà, on a vraiment à cœur que cette jeunesse puisse profiter de ces Jeux aussi, parce qu'ils ont lieu en Seine-Saint-Denis en partie. Ouais. Quand je vous écoute, je me dis c'est super, voilà, vous créez des relais, une association, mais on pourrait considérer que c'est le rôle des collectivités locales ou de l'État de faire ça. Je pense que, je ne sais pas qui a un rôle. Après, ouais, c'est sûr que c'est toujours plus facile si les collectivités, l'État apportent des moyens. Mais je pense que en tant que sportif, en tout cas moi, par rapport à ce que je fais, j'ai la chance d'avoir été sur le terrain. Et souvent, c'est nécessaire pour pouvoir apporter vraiment le service nécessaire. Le fait, moi, d'avoir vécu tout ça, tout ce que je mets en place, le fait d'être passé par là, dans les associations sportives, dans un quartier difficile, ça me permet de vraiment évaluer, avec bien sûr les personnes qui m'aident à le faire, le besoin et d'y répondre le mieux possible. C'est aussi une façon de parler différemment de ce département, de ces quartiers. Vous avez parfois l'impression qu'on les caricature?
C'est sûr que c'est une impression que j'ai. Je pense que c'est aussi et surtout la réalité. Pour moi, c'est vraiment important. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a une réalité d'insécurité, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Il faut surtout avoir en tête. C'est ça. Et ce que je trouve dommage, c'est que souvent on s'arrête à tout ça. Et voilà, moi, c'est aussi pour ça que je porte le numéro 93, c'est mon numéro de maillot, parce qu'à chaque fois, quand on me pose la question, c'est une occasion pour moi de parler de ce territoire de la meilleure des façons, et parce qu'il y a il y a de belles choses qui se passent aussi en Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est parfois difficile d'être une fille dans une cité de banlieue ? Personnellement, j'ai pas eu de... Vous l'avez pas ressenti, ça ? Je l'ai pas ressenti. C'est vrai que j'entends plein de choses à ce sujet-là. Moi, le sentiment vraiment que j'ai eu en grandissant en banlieue, et que j'ai toujours parce que j'y retourne, c'est qu'il y a un esprit solidaire qui est vraiment profond en banlieue. Et on est là les uns pour les autres. Voilà, ma voisine, c'est la famille, et ça, c'est le cas depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi, en grandissant en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup. Merci Diandra Tchatchouang d'être venu présenter vos associations Take Your Shot, Study Hall, et encore bravo pour cette sélection par le Financial Times. On passe à notre débat, à la formation maintenant. Comment former les acteurs de l'économie de demain ? Comment intégrer les enjeux de la transition écologique au programme, notamment des écoles de commerce ? Voilà notre débat avec Clémence Voreux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coordinatrice d'enseignement supérieur à The Shift Project. À vos côtés, José Maillet, bonjour. Bonjour. Responsable de Gaïa, l'école de la transition écologique et sociale d'Audencia. Audencia, c'est une école de commerce basée à Nantes, c'est ça ? Absolument, Nantes, Paris aussi, et puis il y a un campus en Chine. Et Gaïa, vous l'avez créé quand ? Alors Gaïa a commencé à émerger il y a presque un an, Oui. et est sorti des cartons en juillet. Donc moi j'ai été nominé début juillet. D'accord. Vous avez décidé de travailler ensemble, vous lancez Climasub Business. C'est quoi Climasub Business ? C'est quoi l'idée de ce partenariat ? Alors Climasub Business, c'est déjà un projet qui s'inscrit dans la continuité de précédents travaux qu'on a menés au Shift. D'abord un état des lieux de l'enseignement supérieur qu'on a publié en 2019, qui globalement dressait un constat de carence sur l'enseignement des enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur, au sens très large. Ouais. Pas seulement dans les écoles de commerce, on est bien et donc, d'accord. Voilà, au sens vraiment large. Et c'est un projet qui s'est poursuivi notamment par un partenariat avec le groupe INSA, donc d'écoles d'ingénieurs, qui visait à intégrer les enjeux socio-écologiques dans toutes les formations du groupe INSA, donc de 13 écoles d'ingénieurs. Et donc c'est un projet qui est toujours en cours. Et dans la continuité, donc, le Shift a été contacté par José, donc par Audencia, pour proposer de mener un projet similaire à Audencia, à l'occasion du coup du lancement du nouveau plan stratégique de l'école, qui visait à faire exactement la même chose, donc mettre les enjeux écologiques vraiment comme trame de fond structurant des formations et globalement de l'école Audencia, à travers notamment la création de l'école Gaïa, du coup que José va diffuser. Bon, vous avez un peu répondu à la question, mais si vous deviez citer les différences majeures par rapport à une école de commerce, on va dire classique. Pour Gaïa, vous parlez ? Je pense que c'est la mesure de l'impact dans tous les éléments qui vont fonder le manager de demain. Donc aujourd'hui, quand on est manager, on peut être spécialisé dans un domaine, que ce soit de la finance, du marketing, des ressources humaines, et tout un ensemble d'aspects, pour lesquels on ne va pas forcément mesurer l'impact des initiatives que l'on va prendre. Vous êtes aux ressources humaines, vous décidez d'embaucher quelqu'un. Quel est l'impact, si on prend les accords de Paris, par exemple, les accords de degrés, quel est l'impact de votre action ? Est-ce qu'au regard des accords de Paris, vous êtes en adéquation avec le projet de faire en sorte qu'on maintienne une planète à 2 degrés maximum, de plus que ce qu'on a aujourd'hui. De plus que ce qu'on a aujourd'hui, oui. Donc une réflexion de ce type, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment dans les écoles. On a une démarche de RSE qui est proposée dans plein de contenus d'enseignement, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu d'éléments de responsabilité sociétale des entreprises dans les différents cours qui sont proposés, mais on n'a pas de mise en synergie, de mise en cohérence sur le sujet énergie, climat, biodiversité pour les managers de demain. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter cette approche systémique, l'idée de penser en système. C'est la ligne rouge, c'est vraiment l'élément majeur, quoi. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est la différence principale. Est-ce que vous, en faisant ça, vous répondez aussi à une demande des étudiants ? C'est vrai que j'ai cité le manifeste pour un réveil écologique qui a été créé il y a quelques années. Il y a plus de 30 000, 32 000 étudiants qui l'ont déjà signé. C'est parti pour certains d'écoles de commerce d'ailleurs. Est-ce que vous répondez à cette demande, à cette pression même, on peut dire, des étudiants ? Je l'espère.
comme les cours n'ont pas commencé, je ne peux pas vous donner de réponse précise. Oui, mais dans la volonté de créer Gaïa, vous voyez. Absolument, Ouais. absolument. On a quand même du recul, c'est-à-dire que depuis maintenant 3 ans, j'ai développé par exemple à Audencia des enseignements qui sont spécialisés dans la transition énergétique. Et ces cours-là ont vraiment façonné des étudiants différents. Il y a eu des prises de conscience très fortes et des trajectoires différentes. Il y a eu ce manifeste qui a eu également un impact. Il y a quelques écoles qui ont subi aussi une pression très forte de la part des étudiants. Et donc, quand on a vu ce que donnait de manière positive le cours que j'avais pu créer il y a maintenant quelques années, on s'est dit que ça valait le coup de le généraliser parce qu'il y avait vraiment une attente très forte de cohérence pour les étudiants, de la part des étudiants. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi vous dites on y va avec Audencia, avec Gaïa, plutôt qu'avec d'autres écoles de commerce? Parce que justement, il y a cette approche systémique, c'est ce que vous recherchiez? Alors il y a ça, il y a effectivement l'approche générale qui est très proche de celle qu'on développe au Shift, Ouais. qui est celle d'avoir une entrée par les enjeux physiques, qui sont les limites physiques planétaires, Ouais. en gros, le climat, l'énergie, les ressources, et d'y attacher ensuite toutes les composantes de la société, du système économique qui y sont associées. Donc ça nous intéressait beaucoup. Et ce qui nous a beaucoup plu dans la démarche d'Audencia et qui nous a donné envie de nous associer avec l'école, c'est la sincérité et l'ambition de la démarche, qui était vraiment pas juste de peindre un peu de vert par-dessus les cours et les formations, mais vraiment de creuser en profondeur dans les formations. C'est-à-dire qu'il faut changer de modèle, changer de logiciel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait dire que les écoles de commerce, elles étaient à la pointe de ce qu'était notre modèle du produire, consommer, jeter, quoi. C'est ça, exactement. C'est qu'on apprenait un peu dans les écoles de commerce aussi. C'est ça, donc ça veut dire changer le logiciel, changer la philosophie. Donc, à mon sens, Audencia a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Et donc, il ne s'agit pas de changement cosmétique, mais vraiment de changement quasi philosophique et vraiment d'état d'esprit de l'école. Ce manifeste pour un réveil écologique, évidemment, il est cohérent, il va dans la logique de ce que vous prenez à The Shift Project. Est-ce que vous pensez que ça doit être générationnel, que c'est à cette génération de s'emparer du sujet? Alors malheureusement, j'aurais tendance à penser que c'est à la génération d'avant. Oui, on aurait dû s'y mettre plus tôt, oui. D'où le fait qu'il va aussi falloir s'attaquer, et on a aussi cet angle-là en vue dans le projet, mais à la formation continue. Oui. Mais clairement, Oui, on en avait cette parlé génération... dans Smart Impact d'ailleurs. Effectivement, Ouais. et un gros sujet. Mais effectivement, c'est plutôt cette génération qui aujourd'hui s'empare du sujet. Alors après, il ne faut pas généraliser, c'est quand même pas tous les étudiants, c'est une portion encore minoritaire des étudiants qui se mobilisent, et par contre qui se mobilisent beaucoup et de manière très efficace. Mais il s'agit de toucher le gros des étudiants, la masse des étudiants en France. Et donc c'est là qu'on a quand même un gros enjeu de généralisation de ces sujets-là. Alors c'est intéressant parce que Audencia, vous l'avez dit, il y a plusieurs écoles. Donc là, vous créez Gaïa, mais qu'est-ce que vous faites chez Audencia? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'on est dans le saupoudrage dont vous parliez, ou est-ce qu'il y a une volonté d'aller plus loin? Alors si je parle d'abord de Gaïa, l'idée de Gaïa, c'est de tenter, c'est de prendre des risques, et c'est de voir les initiatives qui fonctionnent. Et en fonction de cela, on va décliner dans la grande machine. D'accord. C'est-à-dire qu'Audencia aujourd'hui a une structuration qui fonctionne très bien, qui répond à des attentes d'étudiants ponctuellement qui sont très bonnes. Il y a certains éléments sur lesquels on veut aller plus loin, et en particulier cette dimension énergie, climat, biodiversité, monde physique. On fait des expérimentations dans Gaïa qui sont fortes, qui sont très impactantes, et on voit ce qui fonctionne. Et en fonction de cela, on réforme progressivement le modèle Audencia. Mais ça veut dire que c'est une promotion de combien de personnes, Gaïa? Alors Gaïa, ça devra démarrer au semestre de septembre 2022 ou janvier 2023. Il y a des raisons techniques qui font qu'on ne peut pas s'engager directement. Et il faut compter pour la première promotion environ une centaine d'étudiants. D'accord. Et Audencia, c'est combien d'étudiants formés chaque année? Alors c'est plusieurs milliers d'étudiants avec des programmes qui sont extrêmement divers. Donc c'est pas du tout la même ampleur. En revanche, là où il y a une spécificité, c'est que Gaïa va proposer un semestre optionnel pour tous les étudiants du programme Grande École. C'est-à-dire que quand vous entrez dans la Grande École, vous avez l'équivalent à la fin d'un Master 2 et il y aura un semestre qui pourra être consacré à Gaïa. Ça reste optionnel, mais nos études montrent qu'il y a une attente qui va être probablement croissante et donc on va avoir un vivier d'étudiants croissant sur ces sujets. C'était la question que j'allais vous poser. C'est aussi un peu, on peut le dire, c'est aussi un peu du marketing pour une école de commerce. C'est une façon de se positionner et de répondre justement à la demande de cette génération. Vous avez ça en tête aussi. Bien sûr, il y a une dimension pragmatique. L'idée de développer, c'est pas de développer un projet qui ne va pas fonctionner ou qui ne plaît pas. Donc si l'idée du marketing, c'est de s'adresser à une clientèle, en effet, ici, on répond aux attentes d'une clientèle. Mais je pense qu'il faut quand même voir l'élément dans sa grandeur. Un problème auquel pourrait être confrontée toute école de commerce aujourd'hui, c'est son manque de cohérence
au regard des enjeux des accords de Paris notamment. Oui. Donc, de toute façon, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Une des solutions, une des approches, c'est celle-ci, c'est de se dire on va avoir une petite école dans un premier temps, avec des initiatives très fortes, avec une visibilité aussi importante, et en fonction de ce qui fonctionne, eh bien, on développe dans la grande école. Clémence Voreux, vous espérez un effet boule de neige ? C'est-à-dire de voir que d'autres écoles de commerce se disent bah oui, il faut qu'on bouge plus profondément nous aussi. Complètement, c'est un phénomène qui est déjà à l'œuvre depuis quelques années qu'on travaille sur le sujet et que les étudiants se mobilisent aussi, et surtout presque. L'idée c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui font beaucoup de choses, d'ambitions variées, différentes, pas de la même manière, des choses qui dépendent vraiment d'une école à l'autre. Et donc là, l'idée c'est d'accélérer le mouvement, et on le voit en fait, il y a beaucoup d'écoles qui nous contactent, qui sont intriguées, qui sont intéressées, soit parce qu'elles ont envie de retirer quelque chose de notre projet, soit parce qu'elles ont envie d'y contribuer et d'apporter leur propre expérience, parce qu'elles font des choses en interne. Donc l'idée c'est aussi de favoriser l'émulation entre écoles, mais aussi plus globalement dans l'enseignement supérieur, puisque ça intéresse aussi des tas d'autres écoles qui ne sont pas des écoles de commerce. Est-ce que la dimension de l'enseignement de la finance n'est pas aussi essentielle ? Est-ce que ce n'est pas le levier le plus puissant finalement ? Justement, dans le cadre de ce projet-là, Climat Sub Business, on a un Climat Sub Finance, qui est en fait une forme de sous-projet qui va être quand même assez important dans le cadre de ce projet-là, qui vise à aller encore plus loin, et notamment en essayant de s'attaquer aussi aux accréditations, aux certifications professionnelles, en allant chercher un peu plus loin les acteurs de la finance, dans la mesure où c'est effectivement un écosystème assez particulier, un milieu qui a ses propres règles et beaucoup de normes, et où on a aussi envie de s'attaquer, parce qu'effectivement c'est un secteur majeur à la fois pour financer la transition et à la fois pour arrêter de financer la carbonation de notre économie. Ouais. Ça, même question sur cet enseignement particulier de la finance. Au niveau de la finance, à Audencia, on a des chercheurs qui sont spécialisés sur notamment la comptabilité multicapitaux. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du donut qui est enseignée et autour desquelles on a des recherches qui sont assez puissantes. Donc l'idée aussi de ce partenariat, c'est de pouvoir décliner professionnellement, donc avoir une approche métier, comprendre les métiers de demain autour de la finance qu'on pourrait qualifier de verte ou de responsable, et faire en sorte qu'on forme demain vraiment des managers de manière cohérente sur des métiers qui aujourd'hui n'existent pas vraiment, qui sont émergents mais qui ne sont pas encore là. Donc l'idée précise de ce partenariat, c'est aussi, et en particulier sur la finance, de faire en sorte qu'on soit très percutant pour que demain on ait des managers qui puissent se positionner rapidement sur ces sujets-là. Ouais, si vous deviez, on va terminer là-dessus, citer un métier, deux métiers qui justement n'existent pas encore et qui seront enseignés ou qu'il faut enseigner. Alors, ça va être un grand travail justement à mener avec le Shift Project. Un exemple que je pourrais donner, c'est la mesure d'impact dans les stratégies marketing. Si on prend le marketing aujourd'hui, j'ai une spécialité marketing. Ouais. Je vois bien que d'un côté, on a des étudiants qui suivent des cours de transition énergétique et ensuite qui suivent les cours de marketing et qui à un moment voient un télescopage. Donc comment faire en sorte que demain, quand ils développent des stratégies marketing, ce soit des stratégies qui aillent vers moins d'émissions de CO2 plutôt que d'aller vers plus d'émissions de CO2 par la vente de produits. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter votre partenariat Climat Sup Business et donc cette nouvelle école créée par Audencia. Gaïa, on passe à Smart Ideas, une start-up, c'est un ballon de foot pas comme les autres, vous allez voir. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours, avec aujourd'hui en visioconférence Simon Mutschler, qui est le fondateur de Rebond. Bonjour, bienvenue. Vous fabriquez des ballons de sport pas comme les autres, c'est ça ? Bonjour Thomas, oui, tout à fait. En fait, on s'est attelé à un produit assez populaire qui est le ballon de sport. On a commencé par le ballon de football, avec l'envie d'en faire un produit 100% éco-responsable. Donc on travaille sur différentes facettes autour de ce produit-là. Parce qu'il faut savoir que le ballon de football, en l'occurrence, en ce moment, c'est un produit qui est fait avec du plastique, donc du PVC ou du PU. Et que le plastique, c'est un matériau qui est très énergivore pour notre planète. Donc on essaye de changer les choses en travaillant notamment avec du plastique recyclé. On a de la R&D en cours aussi pour travailler avec des matériaux biosourcés. Donc c'est notre cheval de bataille. Et on trouve aussi que c'est un produit qui fait un beau porte-parole, je trouve, sur le contexte actuel et les enjeux climatiques, environnementaux. C'est un produit Simon, populaire qui parle à tout le monde. Oui, Simon, juste pour bien comprendre le constat, sur 100 ballons utilisés aujourd'hui sur tous les terrains, par les amateurs, les pros, etc., il y en a combien qui sont produits ils viennent d'où, quoi ?
Alors les ballons, il faut savoir qu'il y a une région dans le monde qui est spécialisée dans la production du ballon, qui s'appelle le Pendjab. C'est une région qui est à cheval entre l'Inde et le Pakistan. C'est un savoir-faire qui est culturel, hein. Le ballon, c'est un produit très artisanal, qui est fait à la main. Je ne sais pas si vous avez l'image d'un ballon de foot en tête, mais il y a des pentagones, des hexagones, il y a 32 pièces. Toutes ces pièces sont peintes avant d'être rassemblées. Et cette région-là a un savoir-faire qui est historique, qui date en fait de l'époque coloniale anglaise. Après, il y a un autre pays qui s'est mis à faire du ballon, mais comme il s'est mis à faire beaucoup d'autres produits, qui est la Chine, avec des techniques de production différentes. La Chine produit en machine et le Pendjab produit, elle, vraiment à la main, avec son vrai savoir-faire historique. Alors, il faut savoir qu'il y a... On voit, pardon de vous interrompre, on voit pendant que vous nous parlez des photos de ballons que vous avez produits, mais c'est presque des œuvres d'art. Moi, je ne vais pas jouer au foot avec, quoi. J'hésite à taper dedans. Alors, il est vrai qu'on a travaillé l'aspect esthétique, l'aspect graphique. On travaille tous les ballons avec des artistes. Le but étant vraiment d'attirer l'œil sur le produit pour sensibiliser au message de fond. Et c'est vrai que si c'est des beaux produits, c'est des ballons qui répondent tout de même aux normes internationales de compétition, donc de la FIFA. On voulait que ce soit des bons produits de jeu technique. Donc vous pouvez largement le faire tomber de l'étagère sur laquelle il est exposé pour aller faire un match entre copains un week-end. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quoi les différences c'est-à-dire relocaliser, reproduire un ballon en France comme dans les années 70 où le ballon de la Coupe du Monde 74, c'était un ballon produit en France, quoi. Relocaliser et avec l'objectif d'une production de masse, c'est totalement illusoire ou ça vous semble possible ? C'est possible. Alors c'est un gros challenge. Nous, on s'y est attelé depuis maintenant 4-5 ans. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place. En fait, on s'est rapproché. Donc, nous, on est dans la région nantaise et on a de la chance dans notre département d'avoir un gros bassin historique de producteurs de chaussures. Et la production d'une chaussure, même si elle n'est pas identique à celle d'un ballon, il y a des similitudes dans le sens où vous travaillez des matières et des matériaux à plat dans le but que ça devienne, in fine, un produit en 3D. Donc, on s'est rapproché de plusieurs fabricants de chaussures, et dont un avec lequel maintenant on travaille notre développement de production en France. Et on a abouti cette chaîne de production. On a fait le ballon que vous voyez derrière moi, donc du PSG. C'est un ballon qui est 100% made in France. Donc on peut dire qu'on relance en quelque sorte l'industrie du ballon en France. Il y a eu un ballon de jeu par la suite qui a été fait aussi pour la FFF. Donc c'est une chaîne de production de laquelle sortent des produits actuellement. Les images qui passent actuellement d'ailleurs sont des images de cette chaîne de production française et même nantaise. Merci Simon Münchler, pardon de vous interrompre. Merci le temps a filé. Le fondateur de Rebond, bon vent à votre marque. Merci également aux équipes de Bismart qui m'accompagnent quotidiennement. Joséphine Dacoury, Carla Perruchon, Benjamin Michel à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Je vous retrouve très vite sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut à toutes et à tous.